Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjuste. Je suis accompagné cette semaine par Mathieu Proulx. Mathieu, on a beaucoup de pain sur la planche. Ouais. On va effectivement faire un retour sur le congédiement de Kavis Reed. Et comme on le fait à l'habitude, on va faire une analyse de la 5e semaine d'activité du côté de la Ligue canadienne de football. Parce que oui, il y a eu le congédiement de Kavis Reed, mais il y a également eu une deuxième victoire consécutive, une belle victoire de la part des Alouettes. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Une belle séquence pour les Alouettes. Oui, absolument. Et en plus de ça, on a Mathieu, mais on a également Pierre Vercheval qui est là via Skype. Pierre, comment ça va? Salut les boys, grande forme. C'est une grande journée technologique pour moi, là. C'est la première fois que je fais Skype. Donc, bravo, puis merci de m'aider à briser la glace. Bon, parfait, c'est excellent. Je rentre au 21e siècle. Enfin, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. C'est ce qu'on dit habituellement. Bon, écoutez, messieurs, on va y aller avec le congédiement de Kavis Reed. Ça nous a surpris. Moi, personnellement, étant donné que j'étais sur les lignes de côté durant la rencontre, j'avais encore frais en mémoire d'avoir vu Kavis Reed célébrer la victoire des Alouettes face aux Rouges et Noirs, donner des high-fives aux joueurs. Puis là, moins de 24 heures plus tard, on apprend qu'il est congédié. Et je veux commencer avec toi, Mathieu, parce que c'est toi qui as obtenu les informations, les précisions concernant son congédiement du côté des Alouettes. Oui, puis on pensait tous, quand on a vu le communiqué de presse sortir, que on s'est dit deux choses. De un, soit il y a une vente imminente et on veut que Kavis Reed quitte avant que les nouveaux propriétaires arrivent, ou l'autre chose, c'est que ça va tellement bien dans l'entourage des Alouettes qu'on veut continuer avec le positif de cette organisation-là puis se débarrasser de Kavis Reed qui, soyons honnêtes, peut-être un aspect un peu plus négatif de ce qui se passe. Les relations sont un peu tendues, c'est pas toujours facile avec tout le monde, mais finalement, c'est rien de ça. C'est quelque chose complètement autre. On a parlé dans la conférence de presse, Patrick Boivin a donné pratiquement aucun détail, mis à part qu'il a dit que c'était pour des problèmes de gestion et d'administration et des manquements graves. Puis ce qu'on a appris par après, c'est qu'évidemment, il y avait plusieurs choses. Et c'est ce que 24 heures après, je retiens de toute cette histoire-là, c'est que c'est pas juste une chose, mais probablement plusieurs au niveau de la gestion, des finances de l'équipe qui ont mené à son congédiement. Toi-même, tu as sorti des informations concernant des billets d'avion qui avaient été achetés de façon peut-être un peu, pas illégale, mais qui n'étaient pas pour le bien de l'équipe, mais pour son bien personnel. On a vu d'autres histoires sortir avec des logements impayés à Montréal, des loyers non payés. Après ça, toute cette histoire de... C'est ça, donc il y a un thème. C'est tout le temps au niveau des finances. Exact. Et la chose la plus importante qu'on a appris, que tu as appris, c'est qu'il avait un système qui avait été mis en place afin de contourner le plafond salarial. Pierre, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ça là, lorsque tu as appris ça? Est-ce que tu as été surpris? Ouais. Quelle a été ta réaction, là? J'ai été très surpris parce que les Alouettes jouent leur meilleur football depuis que Kavis Reed était en place. Et en plus, les joueurs que Kavis Reed a amenés étaient des joueurs qui contribuaient au succès des Alouettes présentement. Alors, je me dis, est-ce que finalement, on va se sortir de ce marasme? Est-ce que finalement, on s'en va dans la bonne direction? Alors, un peu comme Mathieu, un peu comme toi, Didier, première réaction, je dis, ça veut dire que la vente de l'équipe s'en vient. La Ligue fait une job de bras. Et à la blague, mais un peu comme Mathieu a dit aussi, ça va tellement bien. Moi, je me suis dit à la blague, est-ce qu'on veut s'arranger de débarrasser de Kavis Reed pour pas qu'il échange William Steinbach? mais ce qui est intéressant aussi du côté, c'est que pendant que Patrick Boivin et le duo Patrick Boivin-Kavis Reed, combien de fois, les gars, on a eu une discussion puis on se disait Patrick Boivin, c'est un homme d'affaires, c'est un gars de marketing, c'est un gars de vente. C'est pas nécessairement un gars de football. Alors, on disait toujours, il n'est pas en position pour défier, pour poser des questions, pour challenger Kavis Reed au niveau des opérations football, au niveau de tout ce qui se passait sur le terrain. Et souvent, tu sais, peut-être qu'il le faisait, mais Kavis Reed, vous le connaissez, c'est un gars qui est un beau parleur, c'est un gars qui est capable de se trouver des excuses, c'est un gars qui est capable, tu sais, de toujours te trouver une porte de sortie. Puis un vendeur de chars usagés, comme on dit en bon français. Oui, c'est ça. Alors, si t'es pas certain, c'est difficile pour toi de le challenger. Mais là, on parle de business. Et ça ouvre la porte à Patrick Boivin. Parce que ça, c'est dans sa cour à lui, là. Alors, Patrick Boivin, on va lui donner crédit. Clairement, de ce qu'il a vu, il a dit, regarde, moi, je niaise pas avec ça, on prend une décision. Alors, tu sais, cette situation-là de Kavis Reed, qui peut-être faisait des entourloupettes, ça, au moins, ça aura permis à Patrick Boivin de prendre la décision parce que là, c'était rendu dans sa cour. Le plafond salarial, le côté business, les règlements, les relations avec les équipes et la Ligue canadienne. Là, moi, en tout cas, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans tout ça, ça a ouvert la porte à Patrick Boivin.
Oui, puis il y a plein de choses intéressantes là-dessus. Puis je veux faire du chemin. Patrick Boivin ne pouvait pas vraiment challenger Kavis. Puis c'est vrai, parce que c'est pas un gars de football. Mais non seulement ça, mais on a vu Kavis se débarrasser. Puis plein de monde autour de lui partir. Il a affaibli son équipe. Généralement, les grands leaders, on le sait, les gars, on va le dire, on va s'entourer de gens forts pour justement se faire challenger, se faire défier, pour se remonter soi-même. Puis peut-être avoir des forces que nous, on n'a pas pour être complémentaires. Mais Kavis Reed roulait le show tout seul. Puis ça, c'était un gros problème aussi. Nous, on se disait tout le temps, mais il est tout seul. Il fait tout seul. Mais peut-être que c'était ça, finalement, aussi. En tout cas, il y a peut-être quelque chose là où il voulait être seul parce qu'il y avait ses passeports. C'est plus facile de l'opérer, ces différents stratagèmes-là quand tu es seul puis il n'y a personne qui défie. On a vu beaucoup de gens de qualité passer par l'organisation, mais quitter rapidement après. Alors ça, évidemment, qu'on retient ça après coup, on se dit, qu'il y a peut-être un problème. Puis l'autre chose que je veux dire, c'est que c'est peut-être effectivement, Pierre, l'occasion parfaite pour Patrick Boivin de se débarrasser de Kavis Reed parce qu'il a dit, on a eu des discussions au mois de décembre passé. Donc déjà, on avait des discussions. Puis vous le savez, là, tout le monde le sait, c'est pas un secret. Quand tu as une fiche de 8 et 28 dans le sport professionnel comme directeur général, tu gardes pas ton poste généralement. Tu te fais congédier, tu te fais remplacer. C'est la vente de l'équipe. C'est la vente de l'équipe qui a mis sur pause, qui a mis tout ça en arrêt. Ça vient les mains, d'une certaine façon, les mains de Patrick Boivin. C'est ce qu'il a expliqué d'ailleurs hier lors du point de presse. Il a dit qu'il y avait eu de longues discussions avec Andrew Hurtenall concernant l'avenir de Kavis Reed. Mais naturellement, on ne pouvait pas y aller d'un changement de directeur général lorsqu'on savait que l'équipe allait être mise en vente. Parce qu'à ce moment-là, on s'est dit, qui va vouloir du poste de DG lorsqu'on ne connaît même pas le nouveau propriétaire? Et même du côté du nouveau propriétaire, peut-être que le nouveau DG ne fera pas l'affaire. Donc, on a dit, regarde, on va maintenir le statu quo. Mais tout ça est revenu hanter l'organisation. Ça, c'est vraiment malheureux. Mais toutefois, messieurs, moi, pour avoir discuté avec quelques gens au sein de l'organisation, on m'a répété finalement la même chose qu'on m'avait dit à la suite du congédiement de Mike Sherman. On m'avait dit, on va être mieux sans lui. Puis, force d'admettre que jusqu'à présent, c'est vrai, on a une fiche de 2 victoires et 2 revers. On est au 2e rang de la section S. Puis là, hier, à la suite du congédiement de Kavis Reed, on m'a répété les mêmes choses. On m'a dit, écoute, comme on te l'a dit lorsque Sherman a quitté, on va être mieux sans Kavis Reed. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Écoute, je suis d'accord. Parce que, clairement, c'est un gars qui voulait trop prendre de place. C'était son show. C'était le show Kavis Reed. C'était son équipe. Il faut croire que je pensais que c'était son argent aussi. Il était trop à l'aise. Mais non, mais c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'ai rien contre un gars qui prend des décisions. J'ai rien contre un gars qui travaille fort. J'ai rien comme un gars qui ose, qui fait un peu d'audace. Mais, tu sais, vous avez tous côtoyé Kavis Reed, là. Tu sais, c'était le gars qui prenait jamais de blanc, qui trouvait toujours des excuses, qui avait zéro humilité. C'était difficile d'être le cheerleader d'un gars comme ça, de le voir encourager, de le voir réussir. Et tu sais, quand je le voyais à Hamilton, il était ses lignes de côté, il commençait à coacher déjà les joueurs. Le match à Montréal, il était dans la galerie de presse, à côté d'où nous, on décrit le match. J'étais bien placé pour le voir. Tu sais, il est avec les adjoints qui sont en plein dans le match, qui sont en train de prendre des notes, qui sont en train de donner de l'information pour que l'équipe puisse gagner, puisse s'ajuster. Il est en train de péter sa coche parce que je ne sais pas s'il n'est pas content d'un jeu ou s'il n'est pas content d'une performance d'un joueur. Tu sais, carrément, il les dérange dans leur travail en faisant ça. C'est ça. Puis tu sais, là, maintenant, clairement, Carey Jones, il va pouvoir choisir ses joueurs. Il va pouvoir décider, moi, du 38e au 45e joueur, voici les gars que je veux, voici les gars que je veux utiliser. Puis souvent, les entraîneurs vont dire la même affaire. Bill Parcells, vous savez, là, sa fameuse phrase, il a dit, si c'est pour moi qui est pour faire la recette, ben c'est moi qui va faire les outils puis il va choisir les ingrédients. T'sais. Fait que je pense pas que Carey Jones va se plaindre de ça. Fait que ça, je pense que c'est une bonne affaire pour lui aussi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est un excellent propos, ce qu'il dit là, parce que je pense qu'à travers les années, peu importe le coach qu'il y a eu là, que ce soit Mike Sherman, Kavis Reed, que ce soit Jacques Chapdelaine, Kavis Reed, ou que ce soit Carey Jones et Kavis Reed, on ne s'est pas toujours entendu. Puis c'est normal aussi qu'on ne s'entende pas toujours là, entre un DG et un coach. C'est normal qu'il y ait des différences d'opinion sur certains joueurs. Mais c'est que c'est pratiquement impossible. C'était pratiquement impossible de s'entendre avec Kavis Reed. Comme Pierre vient de le dire, ils ne se mettent pas de ses affaires parce que afin que le travail d'équipe fonctionne, tout le monde a un rôle à jouer. Tu t'occupes de tes affaires, moi je vais m'occuper de les miennes. C'est comme ça fonctionne, le travail d'équipe. Si moi je commence à essayer de faire ton travail, ou toi tu essaies de faire le travail de Pierre, c'est là que ça ne fonctionne pas. Et puis c'est ce que Kavis Reed faisait, puis ça, c'est parmi toutes les autres choses qu'on peut lui reprocher également. Ouais, puis tu sais, l'idée, c'est pas de taper un gars pendant qu'il est par terre. Il est parti, Kavis, puis je pense que c'est ça qu'il faut retenir de la situation présente, c'est qu'il est parti, c'est fini l'ère Kavis Reed. Mais... Parti dans la honte, Mathieu. Ouais, ben c'est très difficile parce que, puis comme Pierre l'a si bien souligné, il y a tellement de choses combinées ensemble qui faisaient que c'était difficile pour nous qui sont,
oui, des analystes, des chroniqueurs, des gens qui couvrent l'équipe, mais à quelque part aussi, on a un côté fan. C'est notre équipe. On veut qu'elle connaisse du succès, cette équipe-là. Mais c'était difficile, en regardant Kevin Street, de dire qu'on veut que lui connaisse du succès. À chaque fois qu'on le rencontrait ou qu'on discutait avec, il a toujours l'impression qu'il pensait qu'il était le gars le plus brillant dans la pièce. Ben, c'est pas juste ça, c'est également de la façon dont il traitait certains membres des médias. Carrément, il a tenté d'intimider certains membres des médias. Puis ça, c'était pas apprécié. Lorsque je disais au sein de l'organisation, il y a des gens qui sont contents de le voir partir. Je peux te dire, du côté des médias également, il y a plusieurs gens qui sont contents de voir Kevin Street quitter. Puis ça, c'est rien de personnel, mais c'est juste qu'il y a un minimum de respect que tu dois donner aux gens qui sont affectés à la couverture régulièrement de l'équipe. Puis ça, on n'a jamais eu de problème de la sorte avec Jim Popp. Avec Jacques Chapdelaine, il n'y en a pas eu. Tu peux nommer tous les entraîneurs qu'on a eu au fil des ans. On sait qu'on en a eu beaucoup. Même avec Mark Sherman, il était très respectueux des médias qui couvraient l'équipe. Mais je ne peux pas dire la même chose du côté de Kevin Street. C'est la raison pour laquelle bien des gens disent bon débarras. Puis on espère que du côté des Alouettes, on va pouvoir poursuivre sur la lancée qu'on a avec 2 victoires consécutives parce qu'on a l'impression en les regardant qu'on est en train de commencer de construire quelque chose. Puis comme Pierre le disait au tout début, c'est malheureux parce que force est d'admettre, peu importe ce qu'on pense de Kevin Street, les morceaux qui sont là, c'est lui qui les a assemblés, c'est son équipe. Puis là, on commence à voir de la lumière au bout du tunnel. Puis là, il n'est plus là, mais il n'a que lui qu'à blâmer pour ça. Puis si tu me permets, parce que Mathieu a ouvert la porte, je pense qu'il y a une grosse parenthèse, puis on va rentrer dans cette porte-là, parce que le fait que Kevin Street, souvent, quand tu lui parlais, il te donnait le sentiment qu'on ne pouvait pas comprendre ce qu'il nous disait parce que lui, il était à un autre niveau. Le gars le plus intelligent dans la pièce. Là. Il est trop brillant. Là. Il est à un autre niveau que nous autres, on ne peut même pas se mettre à ce niveau-là. Et est-ce que c'est pour ça que tout d'un coup, puis là, on va faire attention parce qu'il ne s'est rien confirmé, mais comme Mathieu, ces informations qu'il a reçues, est-ce que c'est ça qui fait que le gars, il pense tellement qu'il est intelligent puis au-dessus de tout, que lui, il va le trouver, le stratagème. Moi, lui, il va trouver une façon, lui, il va la trouver la façon de contourner le plafond salarial parce qu'il est plus intelligent que tout le monde. Alors, c'est ça qui est dangereux. Puis en plus, ben là, tu dis toujours, quand tu recules, là, si vraiment il y avait un stratagème qui était capable de donner plus d'argent, là, peut-être que tu comprends pourquoi les joueurs autonomes les plus convoités des dernières années sont venus à Montréal. Parce que sincèrement, on va être honnête, les gars. Pourquoi tu viendrais à Montréal? Pas pour les installations, pas pour la fiche de l'équipe. La Ville de Montréal, probablement, ça, c'est le fun. Mais tu sais, je veux dire, il n'y avait rien de positif au niveau football. Et là, tu as des Tommy Campbell, tu as des Enoch Mwamba, tu as des Jamal Westerman, tu as des Tyler Loeffler, tu as les plus gros noms parmi les joueurs autonomes. C'est les Alouettes qui les ont ramassés depuis 2 ans. Est-ce que là, tout d'un coup, tu comprends? Est-ce que ça vient nous dire que, peut-être qu'il y a des éléments qu'on ne connaissait pas, là, qui étaient persuasifs? Oui, puis ça, puis tu sais, t'as 100% raison de le souligner, Pierre. C'est ça mais en même temps, c'est un peu plate. Parce que, tu sais, force est de réfléchir à ça, puis de se dire, est-ce que tel est le cas? Mais si c'est ça, c'est plate. Parce qu'on a le goût de savoir que ces gars-là sont venus ici, puis qu'ils ont signé les mêmes contrats sur les mêmes bases que toutes les autres équipes. Mais non, là, ça jette de l'ombre, puis Pierre a fait un bel article sur la RDS.ca pour illustrer ça. Tu sais, on est super contents, puis c'est des belles victoires des Alouettes, mais ça jette de l'ombre sur tout ça. Puis on se dit, mais à quel prix? C'est comme ça, pas comme si, c'est qu'on a triché. À quel prix on est allé chercher ces joueurs-là? Comment on est allé les chercher? Puis là, ça met du doute sur tous les joueurs de l'équipe. Donc, tu sais, c'est écoute, essayer de contourner ou trouver des façons d'aider les joueurs à générer plus d'argent, là, c'est pas depuis hier que ça existe. On a toujours vu ça, puis c'est correct. On a toujours essayé de trouver des façons d'aider les gars à générer plus d'argent avec des apparitions publiques, peut-être des jobs dans la saison morte, toutes sortes de façons de faire ça, mais jamais c'est devenu public. Et là, tout d'un coup, ça sort parce que justement... Et surtout avec un plan élaboré pour le faire. Ça. Mais là, donc, c'est là où je pense que Pierre a raison, puis il frappe le clou sur la tête, c'est de dire, peut-être que lui, justement, il pensait qu'il était assez brillant, que lui avait trouvé le stratagème parfait pour contourner tout ça, puis personne ne s'en rendrait compte. Ben, sais-tu quoi? Ça te revient en pleine face. Et malheureusement, c'est lui qui a payé le prix. Puis ça, c'est tellement à la source de plusieurs des problèmes, selon moi, de Kevin Street. Le fait qu'il pensait toujours être plus intelligent que tout le monde, qu'il tentait constamment de réinventer la roue. Ça a été à la base de ses problèmes, même lorsqu'il avait complété la transaction afin d'acquérir Johnny Manziel. Souvenez-vous, il avait dit, écoutez, les choix repêchage sont surévalués, c'est comme des billets de loterie.
Oui, mais justement, c'est comme des billets de loterie, des choix repêchage. Tu as besoin d'amasser le plus de billets de loterie afin d'augmenter tes chances pour aller chercher un joueur de qualité. Et puis, bon, le fiasco que cette transaction-là, finalement, elle a été pour l'organisation des Alouettes. Alors, écoute, feuille de route, 10 victoires, 30 défaites comme directeur général, aucun gain, 7 revers à titre d'entraîneur-chef, 2 choix de première ronde qui ont été donnés en retour de Johnny Manziel. Alors, c'est une feuille de route qui n'est pas vraiment belle, mais au moins tout ça est terminé. Oui, c'est terminé. Puis moi, honnêtement, c'est vraiment à la fin de tout ça, peu importe les raisons, là, il est allé partout, il aurait peut-être pas dû, il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire, mais là, c'est fini. Ouais. Hein, on le sait que Kavis Reed, là, sa fiche, là, si on parle uniquement de sa fiche puis de ce qu'il a fait comme directeur général, c'était pas très élogieux. Non, la fiche parle d'elle-même. Ben, sa fiche parle d'elle-même. Alors, quelque part, c'était pas un super bon DG pour ce qu'il a donné comme résultat sur le terrain. C'était pas un super bon DG pour faire rayonner tous les gens autour de lui. Donc, quelque part, ben, c'était normal qu'il soit congédié. On attendait qu'un autre propriétaire s'amène. Là, on a été forcé en raison de d'autres situations de le mettre dehors. Il allait être congédié de toute manière. Peu importe le groupe de propriétaires qui arrivait à Montréal, Kavis Reed était dehors le lendemain. Et on le savait tous. C'était pas un secret pour personne. On attendait juste ce nouveau groupe de propriétaires. Donc là, on a une situation intérimaire avec Joe Mack, Corey Jones, Pat Donovan ensemble. Puis ça, c'est intérimaire aussi parce que le prochain propriétaire qui va arriver, c'est pas un secret, là, mais tu sais, Joe Mack sera pas le directeur général. On comprend ça. Donc, c'est une situation temporaire qu'on aurait mis au moins garder Kavis Reed jusqu'à la transaction pour faire un switch de 1 à 1. Là, on a une autre situation qu'on doit gérer, donc c'est pas évident. Mais on passe à un autre appel. Kavis Reed n'est plus là. Tant mieux pour les Alouettes, puis passons à la prochaine à la suite. Ouais, ben justement, on va commencer à regarder de l'avant. Bon, tu as mentionné le nom de Joe Mack, Patrick Donovan et Carey Jones qui vont là, combler le poste de directeur général à 3. Vous attendez à quoi? On connaît la feuille de route de Joe Mack. Il était directeur général des Blue Bombers de Winnipeg. C'était désastreux, mais toutefois, il n'est pas tout seul. Personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez. On va commencer avec toi, Pierre. Au moins, je me dis... Carey Jones, je couvre l'équipe quotidiennement. Il m'a l'air d'être un homme qui a beaucoup de gros bon sens. Il est très respectueux. Ouais. Je me dis que si Joe Mack veut faire une transaction qui n'a pas d'allure, quelque chose, je crois que Carey Jones va mettre son pied à terre. Et je suis pas mal certain que Carey Jones, présentement, c'est probablement la personne la plus respectée au sein de l'organisation des Alouettes. Premièrement, la façon dont il traite les gens, très respectueux, très poli avec tout le monde. On connaît l'excellente carrière qu'il a connue, mais également la situation qu'il a héritée. C'est vraiment pas facile d'être nommé entraîneur-chef 6 jours avant le début de la saison d'une formation que tout le monde croyait qu'il allait se ramasser dans les bas-fonds du classement. Et là, d'avoir une fiche de 2 victoires et 2 revers, on croit en lui au sein de l'organisation des Alouettes. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de ce monstre à 3 têtes là, au poste de directeur général maintenant, commençant par toi, Pierre? Ouais, écoute, c'est sûr, c'est jamais idéal de libérer ton directeur général à ce moment-ci de l'année. Là, tu veux de la continuité, de la stabilité. Bon, mais si tu as le faire, tu souhaites de le faire là, parce que, bon, la saison a débuté, donc tu as ton alignement, tu as ton équipe de pratique, tu as ta liste de négociation qui est déjà prête. Ce que j'appelle les listes d'urgence, tu sais, ta liste, mettons, que des 10 prochains secondaires américains, là, tu sais, si jamais j'ai un secondaire américain qui se blesse, voici la liste, elle est prête. J'ai déjà parlé à leurs agents, j'ai déjà vérifié si les gars ont des passeports, ils sont disponibles rapidement. Tu sais, je veux dire, c'est tout ça. Normalement, tu es supposé d'avoir tout ça prêt. Fait que ça veut dire que, tu sais, la saison a déjà débuté. Donc, le repêchage est fait, les joueurs autonomes, c'est fait. Donc, c'est pas si pire. Le seul point d'interrogation, c'est qui va aller couvrir les camps de la NFL là, pour les futurs joueurs. Mais il n'y a rien qui presse pour l'instant. Là, à moins qu'il y ait une hécatombe, qu'il y a 20 joueurs qui se blessent dans les 2 prochaines semaines. Puis là, à un moment donné, il faut vraiment découvrir dénicher du talent. Là. Mais pour l'instant, c'est pas si pire que ça. Là. Puis Carey Jones, tu as raison de le dire. Là, lui, il marche sur l'eau présentement. Là, puis c'est le gars le plus populaire dans l'organisation. Les partisans l'adorent. Fait que moi, je suis d'accord avec Didier. Si en Joe Mack et Carey Jones, je pense que c'est Carey Jones qui va avoir le marteau. Ouais, pas de doute là-dessus. Ouais, c'est lui qui va avoir le veto final. Non, Pierre, tu as fait raison. À quelque sorte, c'était mieux de le perdre là, ton DG, que de le perdre au début de la saison morte, parce que c'est là où le gros travail commence, le repêchage, les agents libres. Là, on a quand même beaucoup de temps. Il y a la fenêtre des joueurs de la NFL qui s'en vient, par contre, à la fin de l'été, les camps, les dernières coupures de la NFL. Tu veux avoir des gars dans les camps. Est-ce que Joe Mack, c'est lui qui va aller se promener? C'est qui l'équipe, le dépistage des Alouettes? Ça, je me demande ça aussi. Avant même le début de la saison, on se posait la question, parce que lorsqu'on regarde les gens qui restent
au sein de l'organisation, des dépisteurs, il n'y en a pas beaucoup. Ben, c'est là où moi je me pose la question, puis où on parlait de Kevis Reed et son héritage, c'est qu'il a laissé une équipe finalement affaiblie aux opérations de football. Tout le monde est parti, puis c'était lui qui menait tout. Alors là, c'est sûr que si lui s'en va, il reste plus grand-chose autour. Puis on veut pas rebâtir tout de suite parce qu'on attend encore ces fameux nouveaux propriétaires. Donc on va faire avec ce qu'on a. D'une certaine façon, c'est pas si grave que ça, parce que même les joueurs qui vont être libérés des camps de la NFL, à tous les ans, on fait comme un gros plat avec ça. Ben là, ouais, puis c'est pas eux qui font un impact. Eux, en fait, c'est quoi? Souvent, on les amène ici pour les évaluer pour la saison prochaine. Exact. Donc, c'est souvent ça qu'on fait, mais il faut quand même que tu le fasses. Il y a du travail à faire quand même aux opérations de football. J'ai hâte de voir comment on va travailler ensemble. Tu sais, Patrick Donovan, lui, c'est vraiment les opérations quotidiennes. Tu sais, je pense pas que c'est lui qui va aller faire du dépistage. C'est vraiment les opérations au stade. Tout ça, c'est lui qui gère ça. Corey Jones avec le personnel de l'équipe là, puis Joe Mack, lui, comme Pierre disait, c'est lui qui va faire les listes, s'assurer que tu es correct, est-ce qu'on respecte le plafond salarial, quelle est la nature des contrats, des gars qu'on met avec lesquels on signe des contrats. Mais pour l'instant, je pense pas que c'est si grave que ça. C'est une équipe qui est bâtie solidement. Puis avec les performances récentes de Vernon Adams, on a la position la plus importante, au moins stable pour l'instant. Il faut quand même la constance puis plusieurs matchs de suite. Mais c'est une équipe qui va bien présentement. Donc, on bouge pas trop de choses. On n'a pas besoin de faire énormément de mouvements. Laissons l'équipe aller de l'avant. Laissons Corey Jones donner le bal. Puis on espère que ça va continuer comme il joue là. Alors, Vernon Adams, on va parler de cette victoire des Alouettes par la marque de 36-19 contre le Rouge et Noir. Vernon Adams, 327 verges par la passe. Ça a été un sommet personnel pour lui en carrière. 2 passes de toucher. Aucune interception. Il a également inscrit 2 touchés au sol, dans un touché spectaculaire là, à la fin de la rencontre, parce qu'il a brisé les chevilles du joueur du Rouge et Noir. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Vernon Adams? Parce que, je ne sais pas pour vous, mais il a joué de chance. Aucune interception, mais ça aurait pu facilement être 3 interceptions. Je ne veux rien enlever à sa performance, mais est-ce qu'on peut compter sur Adams afin d'offrir ce même genre de match régulièrement du côté des Alouettes? Pierre, je vais y aller avec toi en premier. Ben, moi, je trouve ça intéressant parce que j'ai vu une progression. J'ai vu un gars un petit peu moins nerveux dans la pochette. J'ai vu un gars un peu plus en contrôle. Parce que, tu sais, Vernon Adams, vous l'avez tous côtoyé, c'est une boule d'énergie, lui, là. Il est toujours en train de bouger, il est toujours en train de chanter, toujours en train de danser. Positive, oui, ça, c'est intéressant. Mais, tu sais, dans la pochette, à un moment donné, il faut que tu ralentisses. Il faut que tu regardes ce qui se passe. Il faut que tu vois que le jeu ralentit pour toi. Tu prends les bonnes décisions. Je suis d'accord avec toi, Didier. Tu es rapide, victime de 3 interceptions. Bon, ben, des fois, il faut être bon, des fois, il faut être chanceux, des fois, avoir les deux. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a distribué le ballon à 7 receveurs différents. Donc, il n'y avait pas toujours les yeux rivés sur le même gars, quoique Quan Gray était le numéro 1. J'ai trouvé ça intéressant. Dans les 23 passes complétées, seulement une à un porteur de ballon. Donc, tu sais, c'était pas toujours des petites passes au dépanneur. Puis, tu sais, quand tu finis avec 20 passes complétées, tu en as 10 au porteur de ballon. Ça ne me donne pas un échantillonnage très spectaculaire de sa vision du jeu. Alors ça, j'ai trouvé ça le fun. Il est allé chercher les premiers essais avec ses jambes. Il a protégé le ballon. Il a distribué le ballon à ses joueurs d'impact. Il a fait des gros jeux quand c'était le temps. Tu sais, je veux dire, regarde, tu ne peux pas reprocher grand-chose. C'est drôlement intéressant. Là. Puis on a déjà hâte au match contre Edmonton parce qu'on a vu une progression. Clairement, c'était son meilleur match en tant que carrière pour les Alouettes. Oui, puis moi, je vais parler, Pierre a raison, progression d'un match à l'autre, mais progression dans le match aussi, parce que ces interceptions et ces mauvaises décisions, c'était en première demi. En deuxième demi, il a quand même beaucoup mieux joué, puis on l'a senti vraiment en contrôle, puis on l'a senti justement, ce calme-là dont Pierre parle, je pense que c'est ça qui pourrait aider Vernon Adams dans le futur, être plus calme, plus en contrôle. C'est correct d'être un cheerleader puis d'être une boule d'énergie positive, t'en as besoin, un gars comme ça, mais il faut pas tout le temps que ça soit ton carrière. Ton carrière doit être plus cérébral, plus en contrôle, et ça, Vernon Adams, je pense, tranquillement, il apprend. Même juste les commentaires d'après-match, la façon qu'il répondait, je trouvais qu'il était plus posé. Puis moi, j'ai le goût de voir ça. J'ai le goût de voir un carrière qui était en contrôle de tout ce qui se passe. J'aimerais... Puis tu sais, est-ce qu'il va avoir du succès? Est-ce que ça va être menu? Mais ça va être dans les mains de Corey Jones aussi. C'est à Corey Jones de sélectionner des jeux avec lesquels Vernon Adams est bon. C'est l'équipe clairement de Vernon Adams. On peut un peu plus tailler son cahier de jeu en fonction de son carrière. C'est pas bon. Si c'est pas lui, on va mettre Pipkin puis on va jouer le même système. Si c'est pas lui, c'est Shields puis on va jouer le même système. Là, c'est Vernon Adams. Fait quelque chose avec lequel il est à l'aise. Clairement, les passes profondes, pour lui, c'est difficile. Les passes... Puis quand je parle de zone profonde, je parle de entre 15 et 25. Parce qu'à la limite, moi, j'aime ça, les passes profondes. On dit souvent, Pierre, on jase ensemble. On dit, au moins, prends une shot par quart. Au moins, vas-y. Étire le terrain. Vas-y, le 30, 40 verges. Lance ça profondément. Puis essaie d'étirer pour dire qu'il y a une menace de passe profonde. Mais clairement que les zones intermédiaires pour Vernon Adams, ça a été plus difficile. Alors, moi, une des choses que j'aimerais, c'est ça, peut-être plus en contrôle, un peu de zone read, des RPOs avec lui, puis bouger la pochette.
je trouve qu'il est un peu statique en arrière. Là, on a une ligne à l'attaque qui connaît des difficultés. Si tu veux aider Vernon Adams, réduis, coupe le terrain en deux, fais-le rouler une fois de temps en temps dans le match. On n'a pas vu ça beaucoup, je trouvais, de la part de Vernon Adams et Corey Jones dans sa sélection de jeu. Mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. J'ai aimé son attitude, j'ai aimé ses passes, mais il faut qu'il fasse attention évidemment au revirement, ce qu'on lui reproche depuis longtemps. Il a été chanceux cette fois-ci, mais il faut travailler là-dessus pour essayer d'améliorer la situation pour la prochaine fois. Ouais, mais au moins, Vernon Adams est conscient de tous les points que vous avez mentionnés. Bon, les revirements, ça, il l'avait dit à la veille de son premier départ. Moi, c'est mon objectif à chaque match de ne pas faire cadeau du ballon à l'adversaire. Il dit, si je peux faire ça, ben là, on a des chances de l'emporter. Donc, il en est conscient. Et l'autre point que Pierre a mentionné, le fait là, que c'est un joueur qui a beaucoup d'énergie, ben après son premier départ en remplacement de Pipkin, il avait fait allusion à ça. Il avait dit, écoute, en début de match, il dit, j'étais nerveux. Il dit, j'essaie de trop en faire. Il dit, je dois trouver un moyen de me calmer. Puis d'ailleurs, il me disait, justement, c'est sa petite amie qui est une psychologue qui l'a aidé, qui lui a donné des méthodes justement en fait de mieux contrôler ses émotions en début de rencontre. Alors tous les points que vous avez fait mention, ben, Vernon Adams, il en est conscient, puis il semble les maîtriser. Ça explique pourquoi ses performances semblent aller du moins dans la bonne direction. Ouais. Mais l'identité en attaque des Alouettes depuis 2 matchs, c'est le jeu au sol. C'est le jeu au sol qui permet à Adams, qui allège la charge de travail sur les épaules de Vernon Adams. On avait bien hâte de voir qu'est-ce que William Stanback allait faire après qu'il ait gagné 200 verges face aux Tiger Cats de Hamilton. Ben là, il a gagné 100 verges au sol face aux Rouges et Noirs d'Ottawa. Toutefois, bon, il a quitté le match, il est revenu, il boitait à la fin de la rencontre. Ça va être quelque chose qu'on va surveiller durant la semaine à l'entraînement. Mais l'identité de l'attaque des Alouettes, c'est vraiment le jeu au sol. Puis pour une 2e semaine consécutive, le match a été serré et Corey Jones n'a pas été obligé de délaisser le jeu au sol. Un de nos meilleurs joueurs en attaque a pu continuer de faire partie intégrale du plan de match. Est-ce que vous croyez qu'on peut continuer d'appliquer cette recette-là du côté des Alouettes pour le restant de la saison? Ben, on va leur souhaiter parce que c'est la recette pour les Alouettes. Je suis capable du contraire. Vernon Adams. Si Vernon Adams me sort une séquence de 5 matchs consécutifs, mais il complète 45 passes en 60 tentatives pour 457 verges, 4 passes de toucher à la Cavillo, là, je vais dire OK. Mais pour l'instant, on l'a vu, la recette des Alouettes, ça fait 2 semaines qu'on l'a. On part fort. Contre les Tiger Cats, on va gagner à 10-0. Contre Ottawa, on va gagner à 9-0. Ça nous permet de calmer le jeu. La défensive n'est pas trop stressée. Le jeu au sol est installé. L'équilibre, tout ça, je veux dire, c'est ça la recette des Alouettes. Puis en 2e demi, parce qu'on gagne la bataille du temps de possession, bien là, l'élément robustesse refait surface. On contrôle les tranchées, on impose notre volonté, on marque des points en 2e demi, puis on scelle le deal. On va chercher la victoire. Fait que c'est ça la recette des Alouettes. Si on peut prendre une avance tôt dans le match, puis avoir de l'équilibre, pas trop mettre de pression sur Vernon Adams, puis enlever un petit peu de pression sur la défensive en gagnant le temps de possession. Ben, c'est une recette qui est miraculeuse pour l'instant. Oui, Mathieu, Antonio Pipkin devrait... il a déjà repris l'entraînement la semaine dernière. On disait qu'il n'était pas encore à 100%. Là, ça lui donne une autre semaine. Pour toi, il n'y a aucun doute, tu continues avec Vernon Adams, même si Pipkin est en santé? Oui, même au camp d'entraînement, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais après les matchs préparatoires, l'attaque avait plus de punch quand Vernon Adams était là. Mais on a décidé d'y aller avec Pipkin parce que c'était le choix le plus sécuritaire. C'est un gars qui protégeait mieux le ballon. Puis on savait que notre formule, on l'avait dans la tête, c'était justement courir, bonne défense, protéger le ballon. C'était un peu ça qu'on voulait faire. Mais là, à un moment donné, tu as besoin d'une bougie d'allumage. Quand les matchs préparatoires, c'est ce qui est arrivé dans le match contre Edmonton quand il est rentré, c'est ce qui est arrivé. Tu peux pas changer la formule. Tu as 2 des plus belles victoires que tu as eues au cours des 5 dernières années avec Vernon Adams. C'est pas comme si Antonio Pipkin, ça faisait 4 ans qu'il était le partant, puis c'était son poste, puis tu le perds pas une blessure. Le poste était ouvert au camp d'entraînement il y a 1 mois de ça. Alors tout d'un coup, c'est pas vrai que tu remets Pipkin là. Vernon Adams a ravi le poste. Puis comment dire, Willie Pip, le gars qui a remplacé, qui s'est fait remplacer par Lou Gehrig. Wally Pip, c'est ça. Fait que c'est fait Wally Pip par Vernon Adams. Puis non, moi, il conserve le poste. Puis juste pour faire le chemin sur ce que vous disiez tantôt aussi, jeu au sol, mais jeu au sol du carrière. Vernon Adams, 7 courses pour 41 verges. Donc, lui aussi, il faut que ce carrière d'établir puis de savoir quand courir au lieu de forcer le jeu. Cours. Vas-y. Pour une défense, je peux vous le dire, avoir joué défensivement, quand un corps commence à courir 5 à 7 fois dans un match, c'est tannant. Ouais. Parce que là, tu joues du 12 contre 12, puis là, il faut que tu gardes un espion, ça ouvre des brèches pour la passe. Donc,
Vernon Adams, s'il continue à faire ça, cours, vas-y, go. Tu vois une brèche, prends-la la brèche. Puis va te chercher un deuxième essai plus gérable ou va chercher un premier jeu avec tes jambes. C'est vraiment décourageant pour une unité défensive. Donc, lui aussi, il faut qu'il continue à faire ça de son côté. Oui, en tout cas, beaucoup de positifs là, du côté des Alouettes. Bon, on a mentionné brièvement le nom de Cranberry. Cranberry, tout le monde, je crois qu'on avait aimé ce qu'on avait vu de sa part lors du camp d'entraînement, lors des matchs préparatoires. Puis Pierre, je sais, bon, tu es allé de bons commentaires à son endroit durant la rencontre. Bon, il a marqué un long touché. Bon, il a joué de chance, mais peu importe. 134 verges pour la rencontre. Donc, on a des morceaux. La question de savoir est-ce que DeVere Posey sera en uniforme face aux Eskimos, puisqu'il n'a pas été en mesure de terminer la rencontre. Encore une fois, ennuyé par cette blessure à un mollet. Moi, je me dis que du côté des Alouettes, peut-être qu'on devrait donner la semaine de congé à Posey, puisqu'on a congé la semaine suivante. Comme ça, il va y avoir 2 bonnes semaines afin de récupérer de cette blessure. Puis ma dernière question concernant cette rencontre, messieurs, j'ai commencé avec toi, Pierre. Du côté du Rouge et Noir, durant la rencontre, tu as mentionné que tu croyais que le Rouge et Noir devrait se poser la question à savoir est-ce qu'on continue avec Dominique Davis ou on insère Jonathan Jennings du côté de la formation partant. Moi, j'ai trouvé Davis, il a connu un match rempli de hauts et de bas. Le fait qu'il a été victime d'une interception, d'une superbe interception de la part de Tommy Campbell, j'ai l'impression que ça a ruiné sa confiance dès le début du match. Mais il a fait de bonnes choses par séquence durant le match, notamment lorsqu'on est allé avec l'attaque sans caucus à la fin de la première demi. Toi, qu'est-ce que tu fais du côté du Rouge et Noir? Est-ce que tu insères Jennings en formation partant ou tu continues d'y aller avec ton jeune quart Dominique Davis? Non, je reste avec Dominique Davis parce que j'ai entendu Rick Campbell le dire aujourd'hui. Voilà. Mais, regarde, moi, en tout cas, je me dis, il faut que tu aies la discussion. Parce que Dominique Davis, ça fait, c'était un mauvais match, mauvais match. Oh, dit peut-être bon match, non, un deuxième mauvais match. Je sais qu'il n'est pas tout seul. Sa ligne à l'attaque ne l'aide pas. Son jeu au sol ne fonctionne pas du tout. Lui, c'est un peu le même genre de cas. Hey, en passant, il y a moins de départs en carrière que Vernon Adams. Alors, si on s'entend, lui aussi, il a besoin de la recette des Alouettes. Du jeu au sol, on contrôle le ballon, un peu d'équilibre. Ça fait 2 matchs qu'ils ne l'ont pas, le jeu au sol. Ça fait toute la différence pour moi. Alors, regarde, je comprends Rick Campbell de dire, à un moment donné, on va rester avec notre gars, on l'évalue pendant tout le camp d'entraînement, puis c'est notre futur. Mais il faut que tu fasses attention. Écoute, Jonathan Jennings, c'est une belle police d'assurance. Il n'y a pas plus de 40 départs en carrière. Alors, tu sais au moins qu'il est en business si jamais tu décides de faire le changement. Ouais, c'est le genre d'affaire que tu peux pas faire le yo-yo, tu sais. Tu peux pas faire comme 2 matchs, là, et tu mets l'autre, il joue 2 matchs, il joue mal, tu remets. Fait que je comprends Rick Campbell de vouloir peut-être un peu étirer la sauce. Il a décidé d'aller avec Dominique Davis. Il va donner la meilleure chance qu'il peut, le plus de laisse possible. À un moment donné, il n'y aura pas le choix, je pense, si Dominique Davis continue à faire des performances comme ça. Mais je comprends la décision de rester avec lui, puis laisser développer, laisser avoir de l'expérience. Pierre, il dit, il n'y a pas beaucoup de départs dans les Canadiennes. Donc, on lui donne l'expérience, on lui donne la chance de s'établir. Puis si jamais dans quelques semaines, ça ne marche pas, peut-être que là, on va faire le move. Mais pour l'instant... Ouais, la saison est encore jeune. Oui, c'est juste la 5e semaine d'activité. On est toujours dans la course. Il n'y a personne qui s'échappe avec la section jusqu'à présent. Bien, écoutez, messieurs, on va y aller avec notre tour d'horizon, justement, de la 5e semaine d'activité des autres matchs qui étaient présentés. Bon, tout d'abord, les Eskimos d'Edmonton qui ont facilement vaincu les Lions de la Colombie-Britannique par la marque de 33-6. Les Lions, mettons, dossier de 1-4, 3 victoires, 1 revers pour les Eskimos qui s'amènent à Montréal samedi. Trevor Harris, 276 verges par la passe, 2 passes de toucher. Aucune interception depuis le début de la saison pour Trevor Harris. La défense des Eskimos accorde en moins 180 verges par match, par la passe seulement. Je vais aller avec toi, Mathieu. Qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre? Ben, on avait hâte de voir Mike Riley, les Lions de la Colombie-Britannique, comment il allait s'établir. Puis tu l'as dit tantôt, c'est tôt cette saison. Beaucoup de nouveaux venus. Devant Clay Brooks, nouvel entraîneur-chef. Beaucoup de nouveautés du côté des Lions de la Colombie-Britannique. Donc on s'attend à ce que ça prenne peut-être un peu de temps avec la chimie s'installe puis cette cohésion se fasse. Faut pas paniquer tout de suite, mais il y a des gros problèmes sur la ligne à l'attaque. Moi, c'est ce que je retiens. La dernière fois que ces équipes-là ont joué une contre l'autre, c'était quoi? 8 sacs? 9? Ça avait été 7. Là, ça a été 5 cette semaine. Beaucoup de problèmes sur la ligne à l'attaque du côté des Lions de la Colombie-Britannique. Mike Riley, c'est un excellent quart. Ça demeure un excellent quart, mais s'il n'est pas protégé, il ne pourra pas produire. C'est la même formule, peu importe c'est qui le corps arrière. Alors, il faut vraiment trouver des solutions. On a tenté d'établir John White, mais quand tu pars par 20-22 points, tu enlèves le jeu au sol de l'équation, puis là, ça devient vraiment un party pour l'unité défensive. Donc, il va falloir corriger cette facette du jeu-là du côté des Lions. Ben, et toi, Pierre, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? Ben moi, quand j'ai regardé la rencontre, là, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est des éléments fondamentaux au football. Une attaque qui n'est pas capable de bloquer, une défense qui n'est pas capable de plaquer. Évidemment, là, je parle du côté des Lions de la Colombie-Britannique. Je me disais de quoi au football? Si tu n'es pas capable de bloquer avec constance, si tu n'es pas capable de plaquer comme du monde, la soirée va être longue et la soirée a été longue. Pour moi, c'est ça. C'est un peu ça qui est ressorti, que je trouvais que c'était flagrant.
Mathieu a entièrement raison. La ligne à l'attaque des Lions est complètement dépassée. On se fait contourner, on se fait... de partout, en plus, ça rentre de pousser, regarde, on se fait brasser, on se fait... Regarde, Puis, tu sais, le front défensif puis le coordinateur défensif des Esquimaux d'Edmonton, ben, je sais qu'ils sont agressifs, mais là, la ligne à l'attaque n'a pas fait grand-chose, n'a rien fait. Non, puis, tu sais, pour les plaquer, le toucher de Nate Adjei de 77 verges, c'est l'illustration parfaite. Écoute, une passe derrière la ligne d'engagement, puis le gars, il réussit à déborder tout le monde. Puis Nate Adjei, là, je m'excuse, là, mais c'est pas Brandon Banks, c'est pas, tu sais, non, mais rien y enlever, c'est un bon joueur de foot, mais c'est un gars qui joue dans la Ligue depuis des années dont on n'entend pas parler, puis là, tout d'un coup, il a l'air de Superman ou de Devin Hester en train de déjouer tout le monde, mais les joueurs des Lions qui se rentrent dedans, des mauvais angles de poursuite, des plaqués ratés. Donc, vraiment, effectivement, les fondamentaux font défaut chez les Lions. Ouais, bon, on va se transporter maintenant du côté de Winnipeg. Les Bombers recevaient la visite des Argonauts. C'est un match d'ailleurs qui était présenté sur nos ondes. Puis on l'a tous vu, là, ce match-là. Là. Mon Dieu, que c'est pas beau à voir. Victoire par la marque de 48-21 des Bombers contre les Argos. Les Argos sont toujours à la recherche d'une première victoire cette saison. Les Bombers sont toujours la seule équipe invaincue au sein de la Ligue canadienne. Cette fois-ci, je vais commencer avec toi, Pierre. Je ne sais pas par où tu veux commencer en parlant de ce match-là, parce que le match était fini avec quoi? 2 minutes découlées au cadran ou à peu près, là. Ah, je pensais que tu allais me dire que le match était fini puis il restait encore 59 minutes 45 secondes. Ouais, ben c'est ça, ouais, c'est ça. C'était un touché, tu sais, de Lucky Whitehead sur un retour de beauté dans le voie, le premier jeu. Puis ça, c'est pire parce que tantôt, tu parlais des Argos. Je pensais que, là, tu as parlé de leur fiche. Je pensais que tu allais me dire, et là, les Argos qui sont à la recherche d'un coordinateur des unités spéciales. Écoute, non, c'était désastreux. Début de match désastreux. Tu sais, on a mal fini le match contre... la semaine auparavant, c'était contre les Lions dans une défaite. Au niveau des unités spéciales, en plus. Exactement. Et là, on commence, jusqu'à faire chez les unités spéciales, on a été mauvais pendant tout le match. Fait que ça, en partant, ça m'en dit long sur le niveau de préparation. Il en manquait. Souvent, les unités spéciales, ça dit que tu manques d'intensité, tu manques de robustesse, tu manques de profondeur dans ton alignement. Fait que les unités spéciales, c'est un gros problème. L'attaque, écoute, combien de fois? Pénalité pour avoir trop mis de temps, pénalité pour 13 hommes dans le joueur, des gars qui ne savent pas comment s'aligner, des gars qui ne savent pas où aller se placer, des gars qui gesticulent, tu sais, t'as le carrière qui est obligé de dire au receveur où aller se placer. Hey, c'était tout croche en attaque, là. C'est quand même... On dirait que c'est la première semaine du camp d'entraînement. Ouais. Puis défensivement, ben écoute, à un moment donné, tu as deux facettes du jeu qui font absolument rien. Défensivement, ils sont toujours corrects en début de match. Même à un moment donné, ça s'effondre parce que, bon, ils sont tout seuls sur le terrain, là. Fait que non, c'est vraiment décevant. Mais du côté des Bombers, c'est une belle machine de football. Elle répond aux attentes. Ils sont favoris. Ils jouent bien dans 3 facettes. Mike O'Shea fait du bon travail. Alors, c'est une belle machine de football. J'ai juste de calculer les retours, les verges sur retour. 350 verges sur des retours du côté des Blue Bombers face aux Argonauts. Mais c'est vrai, honnêtement, les gars, puis c'est pas pour tomber sur Corey McDermott, le coordinateur des unités spéciales des Argonauts, mais j'étais convaincu que moi, après 2 tu perds le match un peu de façon controversée face aux Lions, la façon que tu as géré ça, ces unités spéciales. Tu commences le match d'après, puis là, tu te fais retourner un botté 104 verges pour le toucher. Tout le match, ça a été la catastrophe, ces unités spéciales. Je me disais... Là, c'est le genre de performance que tu dis, ben, on n'a pas le choix de le congédier. Pas qu'on veut pas le garder, mais là, les performances dictent ce qu'on doit faire. Il est toujours, en tout cas, aux dernières nouvelles, il était toujours le coordinateur des unités spéciales chez les Argonauts de Toronto. Beaucoup de choses qui vont pas bien. Pierre, moi, je retiens ce que tu dis par rapport à l'attaque. On semble confus. Puis, je vais faire attention parce que, on n'est pas dans l'imité, on ne sait pas exactement tout ce qui se passe, mais c'était complexe quand Jacques Chapdelaine était ici. C'est un système très complexe qu'il roule, beaucoup de motions, beaucoup de cadences, beaucoup de choses à maîtriser pour tous les joueurs. Puis ce qu'on lui a reproché à travers le temps, c'était pas toujours de s'ajuster à ses joueurs. Puis ça, il faut que tu sois en mesure de faire ça. Si tes joueurs comprennent pas puis semblent confus, ben réduis ton cahier de jeu à la limite. Fais-en moins, mais fais-le bien. Et là, encore une fois, on voit une équipe qui est un peu confuse. Au moins, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a visé puis forcé la note pour lancer le ballon à Darrell Walker. Il a livré la marchandise. C'est peut-être le meilleur receveur de la Ligue canadienne. Il était libéré. C'est le meilleur receveur de la Ligue canadienne. Fait qu'à un moment donné, garde, force la note. Là, tu le payes, je sais pas combien, plus de 280 000 par année. Ben, donne-y le ballon. Force la note. Lance le ballon au moins 12-15 fois dans le match à sa direction. Au moins, on a fait ça, puis il a livré la marchandise. Mais sinon, là, les Argonauts, ça risque d'être une longue saison. Non, ça va être long. Écoute, on s'en va dans l'Ouest. On vient de jouer face aux Blue Bombers de Winnipeg. On s'en va dans l'Ouest. Écoute, les Alouettes vont affronter les Argonauts, le 25 août à Moncton.
Je me demande si Toronto va avoir une victoire à sa fiche lorsque les deux équipes vont croiser le fer. Ça peut être difficile. Et dans le dernier match qui était présenté au sein de la Ligue canadienne, les Tiger Cats de Hamilton, ils ont vaincu les Stampeders par la marque de 30-23. La rencontre était présentée au Tim Hortons Field. Ce qu'on retient de la rencontre, les 3 touchés de Brandon Banks, qui a été tout à fait sensationnel. Il a retourné une tentative de placement ratée pour un touché, inscrit 2 touchés en deuxième demi. Alors, il a vraiment sonné la charge pour les Tiger Cats, Mathieu. Oui, bien, les unités spéciales, encore une fois, on a parlé des unités spéciales dans tous les matchs, mais celui-là aussi, Will Likely qui a retourné un botté de dégagement pour un touché. C'était-tu un botté d'envoi, un botté de dégagement? C'est un botté d'envoi. Botté d'envoi, oui, pour un touché. Il a presque fait aucun changement de direction. En ligne droite. A trouvé l'ouverture, foncé tout droit. Placement raté pour un touché de Brandon Banks. Botté bloqué. Du côté de Kadeem Carey chez les Stampeders, bloque le botté pour un toucher. On fait une feinte de botté de dégagement chez les Stampeders, ça fonctionne. Donc vraiment, les unités spéciales qui étaient mises en évidence dans ce match-là, mais au final, tu as raison, Brandon Banks qui vole la vedette avec une grosse performance encore. La vitesse, les gars, au football canadien, c'est primordial. Brandon Banks, c'est un des gars les plus rapides sur le terrain. Peu importe son gabarit, je m'en fous. Quand tu es capable de courir aussi vite que ça, tu vas te libérer, tu vas créer des choses. Puis c'est pas pour rien qu'on développe nos jeunes au football maintenant, pas juste pour avoir des gros bras, mais pour courir vite. Brandon Banks, c'est l'exemple parfait de tout ça. Il y a une place pour tout le monde. Si tu as de la vitesse, tu peux jouer au football. Ouais. Puis Pierre, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? Mais je ne sais pas si les Argos ont du budget, là, mais va chercher Jeff Reinbold, double son salaire. Jeff Reinbold qui est toujours très bon pour les unités spéciales, hein, surtout quand il y a du talent comme Brandon Banks sous la main. Là. Mais c'est ce que je retiens. Ce que je retiens aussi, c'est que les Stampeders se battent quand même sans Bolivar Mitchell. Tu vois que c'est une équipe qui est quand même bien coachée. Tu vois que c'est une équipe qui a du bon jeune talent. Il faut faire attention parce que c'est Nick Arbuckle qui n'a pas l'air fou. Bolivar Mitchell fait 2 matchs qui ratent. Les Stampeders ont gagné à Saskatchewan. Ils étaient compétitifs à Hamilton sur la route. L'UTT des unités spéciales qui a carrément changé l'allure du match. Peut-être qu'on a un match qui est plus serré. Peut-être qu'on a une victoire des Stampeders. Fait que moi, je retiens que les Stampeders, c'est quand même impressionnant comme organisation parce qu'on a perdu énormément de joueurs pendant l'entre-saison, soit pour la NFL, soit sur le marché des joueurs autonomes. Il y a des blessures. On n'a pas notre corps vedette Bolivar Mitchell, mais malgré tout ça, on va dire de quoi, c'est pas un 2 points automatique quand tu affrontes les Stampeders. Loin de là. C'est impressionnant. Puis, tu sais, Pierre a raison de le souligner. C'est ça, les grandes organisations. C'est que tu peux perdre autant de joueurs, mais tu es capable encore de connaître du succès. Tu sais, Nick Arbuckle a des statistiques impressionnantes. Je sais que c'est pas juste une question de chiffre, mais 368 verges par la passe. On a vu quelques-uns de ses receveurs échapper des ballons faciles, notamment Eric Rogers dans le match. On aurait pu avoir de meilleures statistiques encore que ça. Il n'y avait pas de jeu au sol pour l'aider. Il a réussi à faire ça. Puis, défensivement, on a perdu tellement de morceaux. Mais les gars qu'on est allé chercher remplacent super bien. Corey Greenwood, comme secondaire intérieur canadien, fait super bien. Nate Hawley, qui est là comme remplaçant américain, joue bien. Sur la ligne défensive, on est allé chercher 4-5 sacs du corps, dont Cordero, le bon vétéran qui réussit à faire ça. Rose. On a plein de joueurs qui réussissent à élever leur niveau de jeu, donc bravo. Les Stampeders, c'est une équipe qui, moi, je prédis, là, va prendre son air d'aller. Puis plus la saison va augmenter, va avancer, plus leur talent va augmenter, puis plus ça va être difficile de jouer contre cette équipe-là. C'est encore une organisation premier plan. On va voir quand est-ce que Bolivar Mitchell va revenir au jeu. Son nom qui a été placé sur la liste des blessés de 6 matchs. Tu as mentionné le fait que Arbuckle n'a pas eu d'aide du côté du jeu au sol. La défense des Tiger Cats a bien rebondi. Elle qui avait accordé plus de 200 verges au sol, comme on sait, à William Stanback la semaine précédente. Mais là, seulement 27 verges accordées aux porteurs de ballon du côté des St. Peters de Calgary. Donc, je pense qu'on a été blessé à l'orgueil d'avoir accordé 200 verges du côté de la défense. Actuellement, les joueurs ils prennent ça personnel. Là. Et puis là, on a vraiment bien rebondi du côté des Tiger Cats. Écoutez, messieurs, on a fait le tour de la 5e semaine d'activité. Pour la 6e semaine d'activité, les Alouettes qui vont recevoir la visite des Eskimos d'Edmonton. La rencontre va avoir lieu samedi après-midi à 16h. Mais c'est bien sûr un rendez-vous sur les ondes de RDS dès 15h30 avec l'émission d'avant-match. Alors, on sera tous présents en compagnie de Bruno. Tu seras en compagnie de ton associé habituel à l'animation de la rencontre. Et David, ton associé, j'y arrivais. Non, j'allais pas oublier de nommer David quand même, j'y arrivais. Dave n'est pas là, je vais prendre sa place. Et c'est un match pour la famille. Il y a des billets pour les enfants à 5 $. La promotion, vas-y. Je vais faire la promotion. Il fait bien ça, Dave, pendant les matchs. Non, mais ça vaut la peine parce que, honnêtement, là, je ne vais pas dire finalement, mais on a des bonnes performances. Pour ceux qui étaient au stade, le dernier match contre Hamilton, moi, j'ai vécu et senti quelque chose dans le stade que je n'avais pas senti depuis longtemps. C'était le fun. Il va y avoir plein de choses pour les enfants, pour la famille. Donc, honnêtement, c'est un rendez-vous qui, maintenant, vaut la peine de venir voir. Donc, venez en grand nombre, venez encourager les Alouettes. C'est un bon spectacle, c'est un bon événement. Puis, ça va être contre une des bonnes équipes du circuit. Donc, ça va être très intéressant à voir ce match-là. Et le match va être présenté un samedi. Alors, c'est pas un soir de semaine.
semaine. Ouais. Donc, ça devient un peu plus facile afin de se rendre au stade Percival Molson. Et la rencontre avait été serrée à Edmonton lorsque Vernon Adams s'était amené dans le match. Finalement, on avait même été en mesure de créer l'égalité du côté des Alouettes. Là, le match va avoir lieu à Montréal. Les Alouettes ont le vent dans les voiles. On nous dit que l'atmosphère est mieux sans Kavis Reed. Alors, tout ça, on va voir ça. Est-ce que les Alouettes pourront porter à 3 leur séquence victorieuse? Bien, on aura la réponse samedi dès 15h30 sur les ondes de RDS. Alors, messieurs, merci d'avoir participé au podcast. Merci Didier. Pour ceux qui l'ont Merci, écouté Didier. ou qui l'ont regardé, il n'y a pas de quoi. Pour les auditeurs, on vous remercie d'avoir téléchargé le podcast Le Sac du Quart et on se reparle la semaine prochaine.